parallèlement, j'ai une carrière en presse nationale. J'ai travaillé à Radio France quelques années, à La Croix une quinzaine d'années. Je suis grand reporter à Pèlerin, magazine Pèlerin. Je vous prépare aussi de mon expérience en national, de ce que je vois autour de moi en matière de changement dans la presse, et de la manière dont nous, en presse hebdomadaire régionale, dans un titre petit, en comparaison, on est une fourmi par rapport à des dinosaures que sont les grands groupes de presse, comment on va gérer, comment on gère aujourd'hui le passage au numérique et la diminution de la lecture de la presse écrite en général. Alors je me propose peut-être de vous rappeler un peu la naissance de la presse et ses évolutions depuis quelques siècles, succinctement, dans ces grandes lignes. Alors j'ai préparé un petit PowerPoint avec les grands chapitres, les choses peut-être qui sont les plus saillantes. Donc la presse française est née en 1631 avec la Gazette de Théophraste Renaudot, qui a été l'inventeur de la presse. On lui doit d'avoir un jour eu l'idée, deux siècles après la création de l'imprimerie, d'imprimer des nouvelles à plat sur une presse et de distribuer ces nouvelles, dans un cercle restreint évidemment à l'époque, mais vous allez voir, ça s'est beaucoup élargi, puisque à partir des années 1840, donc là je zappe 2 siècles quasiment, à partir des années 1840, avec la Deuxième République et la monarchie de Juillet, et l'arrivée un peu de l'opinion publique politique, en quelque sorte, dans cette jeune République, on a pu parler d'une civilisation du journal qui naît à ce moment-là, qui se met en place et qui imprime sa marque dans toutes les activités, la politique, la bourse, la littérature, puisqu'on va avoir quand même beaucoup d'écrivains du 19e qui sont des novellistes, qui d'abord éditent dans les journaux, publient dans les journaux leurs feuilletons, avant de les éditer en livres. Les faits divers aussi, qui vont prendre une importance démesurée, puisqu'on va avoir des journaux qui vont parler de crimes sensationnels, d'événements extraordinaires qui sont arrivés au coin de la rue, au coin du village. Et le développement de la presse va aussi de pair avec les progrès de l'éducation, puisque le 19e, c'est aussi un siècle d'éducation, d'école. L'école arrive, on apprend à lire, on apprend à écrire et on apprend à lire le journal. Et on apprend aussi à lire dans le journal. Pour autant, la presse n'est pas libre avant 1881, c'est-à-dire que la presse, à la fois sous la monarchie de Juillet, sous la Deuxième République, doit, pour paraître, avoir une autorisation préalable. Il y a des saisies, il y a de la censure. Enfin, être éditeur de presse, c'est quasiment un sacerdoce jusqu'en 1880, puisqu'on est toujours, dès qu'on publie une nouvelle qui n'est pas forcément orthodoxe, d'avoir son journal saisi et son imprimerie fermée. Et en 1881, une loi garantit la liberté d'expression des journalistes, la liberté d'entreprendre et de créer un journal sans autorisation préalable. C'est donc le véritable départ d'une presse libre, en quelque sorte, alors qu'avant elle était libre, mais elle était contrainte. Il y a un arsenal juridique qui va se mettre peu à peu en place, puisque aujourd'hui c'est le résultat de toutes les couches successives de jurisprudence, etc. Et à la fois le lecteur dispose d'un arsenal juridique pour attaquer un journal qui le diffamerait, donc le directeur de la publication est responsable de ce qu'il publie, de ce qui est publié dans son journal, même s'il ne l'a pas vu et qu'il ne l'a pas autorisé particulièrement. Et vous, citoyen, en quelque sorte, vous êtes protégé si un journal vous attaque, dit du mal de vous, vous pouvez tout à fait l'attaquer en diffamation. Donc il y a aujourd'hui des véritables lois qui protègent tout le monde, qui protègent les journaux aussi, et qui protègent le lecteur. Les petites affiches, j'y arrive, donc là pour l'instant, sont nées dans l'arrondissement de Lure en 1835. Donc c'est un très vieux titre, c'est pas un des plus vieux de France, il y en a des plus anciens encore, j'en ai trouvé qui datent de 1805 ou 1810. La presse de Grès, dans sa première forme, est née quelques années plus tard, elle a dû naître vers 1836-37. C'est au départ un journal, j'ai un exemplaire de 1835, c'est le seul dont je dispose avant 1907,
Et il n'y a quasiment que des annonces légales, c'est-à-dire les annonces de notaire, de vente, d'adjudication, et il n'y a pas vraiment d'information. En fait, c'est une feuille pliée en deux, tout simplement, qui était imprimée à plat, et qui était pliée en deux. Il y a le cachet 1835, l'autorisation préalable, hein, donc il y a le cachet de l'autorité qui accorde la publication, le droit de publier. Et c'est un journal qui a été créé par des fondeurs, en fait, des Savoyards, qui étaient des fondeurs. Vous savez qu'en Savoie, il y a une grosse tradition de fonderie, hein, de travail du métal. Et en fait, ces fondeurs ont travaillé le métal et le plomb. Et vous savez que jusqu'à une époque récente, les caractères étaient en plomb. Donc être fondeur, c'était aussi pouvoir travailler des caractères et c'était pouvoir fabriquer une plaque, en quelque sorte, hein, qu'on pouvait mettre sous une presse et sortir un petit journal. Cette famille Bétan va garder le titre et l'imprimerie jusqu'en 1907. Ils vont se succéder, il doit y avoir plus de 3 générations. Et mon grand-père a racheté le titre. C'était un typographe, hein, qui travaillait dans l'imprimerie parisienne. Et sa famille était originaire de Froide-Terre, près de Lure, et il a racheté le titre. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il avait fait son service à Lure, son service militaire chez les Dragons. Il y avait cette imprimerie à vendre, il l'a acheté. Ouais. Et il titrait toujours dans notre famille depuis maintenant 3 générations. La presse, ses fonctions. Il y a 3 fonctions dans la presse. Je reste didactique, hein, vous voyez, peut-être pour que les choses soient bien cernées et bien claires. Informer, éduquer, distraire. Bon, informer, ça coule de source. Hein. Informer, c'est aussi la communication, l'information. Donc, bon, il y a toujours une petite porosité, on va dire, entre l'information et la communication. C'est toujours difficile de définir ce qui tient de l'information et ce qui tient de la communication. Éduquer, la presse vous ouvre au monde, hein, comme la télévision aujourd'hui, hein, du reste. Hein, mais en tout cas, elle a ouvert des générations et des générations de lecteurs au monde environnant, au monde extérieur, au monde dans sa globalité. La distraction, c'est une dimension à laquelle on ne pense pas souvent, mais c'est quand même une dimension importante de la presse, puisque c'est un moyen d'évasion, de rêve. Le succès des magazines People et des magazines sur les têtes couronnées l'attestent. Hein, je veux dire, c'est des ventes extraordinaires. Voilà, donc il y a cette dimension de rêve, il y a cette dimension de distraction qui est importante. Alors, est-ce que c'est un 4e pouvoir? On a souvent entendu cette phrase, la presse 4e pouvoir. Alors, aux côtés de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. C'est une question, en tout cas un argument qui revient souvent, parce qu'on se dit la presse fait et défait. Elle fait et défait la réputation, elle fait et défait les gouvernements, elle fait et défait les hommes politiques, les gens, les régimes, etc. C'est un Anglais qui a été le premier à énoncer cette idée du 4e pouvoir. C'était tôt, puisque c'était déjà en 1828, devant la Chambre des communes. Le fait est qu'une partie de la presse trouve sa raison d'être dans la politique. La presse a toujours été liée à la politique. Je veux dire, il y a une presse d'opinion très forte qui suit tel ou tel parti, donc la politique et la presse sont malgré tout intimement liées. C'est toujours vrai, mais ce lien entre la presse et la politique fait que c'est un outil très fort et très puissant pour la démocratie. C'est-à-dire que les gens peuvent s'exprimer. Ça a son utilité, ça a son inconvénient. Voilà. Donc c'est un outil de la démocratie, du bon exercice de la démocratie, de la citoyenneté, avec ses dérives évidemment, qui sont l'acharnement contre une personnalité politique, et aussi ses faits de gloire. Hein, Wikileaks, il n'y a pas très longtemps, hein, la publication quand même de tous les telex échangés entre les ambassades et Washington, ce qui a quand même été un gros événement et une première, et puis des affaires célèbres comme le Watergate qui a fait tomber Nixon, bon, qui est quand même l'affaire de 2 journalistes du Washington Post. Donc on peut quand même effectivement parler à certains moments d'un 4e pouvoir. Je vous cite juste Pierre Albert, qui est un historien de la presse, et qui lui dit la chose suivante: un des effets indirects de la découverte, je le cite, un des effets indirects de la découverte du monde extérieur et de l'environnement proche par la lecture de la presse est aussi de favoriser le sentiment d'appartenance à une communauté nationale ou à l'un des groupes qui la composent. Elle rompt l'isolement relatif de l'individu dans la vie quotidienne, elle véhicule des valeurs partagées qui rassurent au-delà des avatars personnels,
Elle donne 1000 occasions de bavarder avec ses proches, au bureau, à l'atelier, au café et dans la famille. Elle oriente les engagements civiques face aux multiples modes du moment, pour ou contre. Elle oriente les comportements. Elle fournit aux minorités des arguments pour affirmer leurs opinions. Elle aide à briser les solitudes en offrant le spectacle de l'activité des autres. Voilà. Donc c'est quand même une belle définition de l'entièreté de l'apport de la presse. C'est pour ça que l'État s'en occupe de la presse. On va voir tout à l'heure que l'État est un partenaire actif, en tout cas par son aide financière directe et indirecte de la presse. Et ça, on ne le sait pas toujours. Dernière date que je vous livre, 1935, c'est la création du statut de journaliste, qui est un moment important pour les gens qui font la presse. Puisqu'avant, on considérait que le journaliste était quelqu'un dont le métier est un petit peu fantaisiste, qui avait un autre métier à côté. Enfin, il y avait une image du journaliste un peu frivole, etc., ou pamphlétaire. Voilà. Mais en 1935, et nous sommes toujours aujourd'hui sous son statut, le statut de journaliste est créé. Aujourd'hui, il y a à peu près 35 000 journalistes. Il y a eu un développement exponentiel du nombre de journalistes à partir des années 1990, avec l'explosion des médias, des nouveaux médias, les radios, les télévisions, et aujourd'hui la presse en ligne. Il y en a 35 000, avec majoritairement aujourd'hui des femmes, à 55%. C'est un métier qui s'est beaucoup féminisé, qui était avant très masculin, très peu de femmes, et aujourd'hui on est dans des rédactions où la majorité, et les rédactions en chef aussi, sont souvent des femmes. La Croix a une directrice de publication qui est une femme. Le Monde en a eu une quelques années, mais aujourd'hui ce sont des hommes. Donc il y a une vraie appropriation aujourd'hui des femmes dans la presse. Elles sont très présentes. C'est une activité économique originale. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui emploie beaucoup de matières premières. En 2012, j'ai le chiffre d'1 million de tonnes de papier en France qui ont été avalées par des rotatives. C'est quand même un poids certain. Ce sont des investissements lourds, beaucoup de salariés. C'est un domaine qui est très gourmand en personnel, de journalistes, de commerciaux, d'administratifs, d'ouvriers pour la fabrication du journal. C'est une production qui est très périssable. C'est peut-être l'une des plus périssables, puisque un journal, un quotidien, il dure 24 heures. Au bout de 24 heures, on met les carottes dedans, voilà, les épluchures de carottes. Un hebdomadaire, allez, on lui laisse une chance, on va dire 3 jours, 4 jours. Hein. Après, pareil, il finit dans la poubelle. Voilà, donc on a envie de dire parfois tout ça pour ça. Toute cette énergie, toute cette matière première pour ça, pour quelque chose qui dure 24 heures. Alors, nous, aux affiches, parce que je reviendrai toujours à l'exemple des affiches, hein, on imprime 9500 exemplaires chaque semaine. Et on a une vente autour de 8000. Donc, on a encore pour garnir nos 250 points de vente. Bon, le différentiel, et tous les journaux vivent ça, c'est que dans les kiosques, on ne sait jamais combien on va vendre. C'est-à-dire qu'il faut garnir les kiosques. Il faut qu'il y ait au moins 10 exemplaires pour, au cas, peut-être qu'on va en vendre 2 cette semaine-là, peut-être qu'on va en vendre 9 la semaine suivante. On ne sait pas. Voilà. Il y a un journal qui plaît une semaine et qui ne plaît plus l'autre. Les gens sont passés devant en voiture et n'ont pas eu le temps de s'arrêter. Ils se sont arrêtés, ils l'ont acheté. Voilà. Donc il faut garnir tout ça. Et c'est très compliqué pour les journaux de faire cette surproduction, parce que c'est une véritable surproduction, pour pouvoir garnir tous les points de vente. D'une manière générale, en 2010, les déchets, 15,4% de déchets pour l'ensemble de la presse, et tous les journaux qu'on jette. 24,3% pour les quotidiens nationaux. C'est-à-dire il y a un quart des quotidiens nationaux qui sont partis au vieux papier. Le prix de vente d'un journal, c'est coûteux à fabriquer, il ne reflète jamais son coût de fabrication. C'est-à-dire qu'un journal, 1,20 € les affiches, s'il n'y avait pas la publicité, il ne serait pas à 1,20 €. Il serait à, je ne sais pas, 2, 3 €. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait le calcul. Mais les annonceurs, la publicité financent pour une grande partie un journal. Voilà. Sauf le Canard enchaîné, qui est le seul journal en France qui n'est pas financé par la publicité. Il n'y a pas une ligne de publicité. Mais nous tous,
nous avons besoin de la publicité pour que vous tous payiez moins cher le journal. Sinon, ça coûterait une fortune. C'est un domaine économique qui a vécu de grandes évolutions technologiques. Jusqu'au XIXe siècle, je vous le disais tout à l'heure, on imprimait à plat, feuille par feuille. On mettait la presse, le papier, on y allait, on enlevait la feuille, on faisait la même chose. Ça durait des heures et on ne pouvait pas faire des grandes diffusions. Il fallait monter les pages avec des petits caractères en plomb gros comme ça, un par un. C'était très long, il y avait beaucoup de monde, ça demandait un temps fou. La grande révolution en 1885, c'est l'invention de la linotype. Je n'ai pas de photo de linotype, mais peut-être que vous en avez vu au cours de vos pérégrinations. C'est une grande machine, haute comme ça, avec une réserve de plomb, un clavier où vous tapez, et puis vous tapez la ligne, vous envoyez, et il y a une chose qui fond le plomb et qui vous sort la ligne de journal avec tout le texte de la ligne, et la ligne suivante, et la ligne suivante. Donc ça va très vite. C'est-à-dire qu'au lieu de faire lettre par lettre, on fait ligne par ligne. Et ça a été une véritable révolution, en même temps que l'invention de la rotative. C'est-à-dire qu'on a soudainement démultiplié la possibilité de tirer un journal, de le fabriquer et de le tirer. Et on est arrivé très vite à des tirages faramineux qu'on ne connaît plus du tout, puisque en France, à la fin du 19e, il y avait 4 journaux qui étaient millionnaires, qui vendaient plus d'1 million par jour. Le Petit Parisien, le Petit Journal, vous avez dû voir des couvertures peut-être souvent dessinées du Petit Parisien, avec souvent des faits divers ou des événements mondains, le Matin et le Journal. Donc 4 titres millionnaires, on n'a plus jamais connu ces magnifiques chiffres depuis. Il y a encore un pays où on trouve des journaux millionnaires, c'est le Japon. Le Japon, les Japonais lisent énormément, il y a des titres qui font jusqu'à 2 à 3 millions par jour. Voilà, ils ont un taux de lecture absolument faramineux. Dans les années 60-70, on passe de l'impression avec des plaques de plomb, c'est-à-dire qu'avant on moulait une plaque, on la mettait dans la rotative et le papier, la plaque tournait à toute vitesse sur les cylindres et imprimait le papier. On passe, c'était très loin fabriqué quand même, on passe à l'offset dans les années 70, c'est-à-dire que c'est une impression sur une plaque sans relief. On n'a plus besoin d'un processus industriel qui est le passage. Avant, vous aviez le journal qui était monté sur une plaque, on faisait un moulage, on reproduisait le moulage sur un cylindre en plomb, donc il fallait faire fondre le plomb, il fallait mettre l'empreinte, il fallait mettre les plombs, et c'était très lourd, le plomb c'est quelque chose de très lourd, il fallait plusieurs personnes. Moi j'ai connu ça aux affiches, qui plaçaient les demi-cylindres de plomb sur les cylindres, donc il y avait chaque cylindre de rotative avait 2 demi-cylindres de plomb, comme ça, qui étaient ajustés, et donc ça tournait à toute vitesse, et ça, donc c'était, moi je me souviens que mon père, le jour du tirage du journal au plomb, parce qu'on a été au plomb jusqu'en 97, il se levait à 5 h du matin pour faire chauffer le plomb pour qu'il soit fluide, en tout cas liquide, au moment où, pour l'après-midi, où il allait fabriquer les cylindres. Donc c'était, voilà, avec l'offset, on tire sur on fait de la photogravure, hein, on tire dans des machines tout à fait automatisées, une plaque sans relief, et on peut faire très facilement de la quadrichromie. Bon, ce qui aussi est une révolution dans la presse. C'est les 4 couleurs, les couleurs. C'est rapide à mettre en forme. Je vous le disais, nous, on a imprimé au plomb, on a été un des derniers jusqu'en 1997. Je me souviens de la vieille rotative au fond de l'atelier, qui datait de 1914. Et ça pissait l'huile, comme on dit, hein, et l'encre. On est passé à l'informatique, et aujourd'hui, on fait imprimer à l'extérieur. On a fait imprimer sur les rotatives de la Liberté de l'Est pendant très longtemps, donc on n'a plus de rotative. Aujourd'hui, on est imprimé par Franche-Comté Impression à Auxonne, qui imprime la presse de Vesoul et la presse de Crète. Donc, voilà, ils ont une grosse imprimerie. On passe par eux. Le journal est imprimé, on l'envoie, nous, le mercredi vers
17h. Il est imprimé dans la soirée, il nous revient par palette, et le matin, on le distribue. Et notre boulot, c'est le lendemain la distribution du journal. On a vu disparaître, là je vous parle des années 60-70, chaque titre avait, quasiment chaque titre avait sa rotative. Je me souviens quand je suis arrivé à la Croix en 1990, il y avait encore la rotative au rez-de-chaussée du journal. Le Monde a eu sa rotative très longtemps au boulevard des Italiens. Et puis quasiment tous les autres quotidiens. Mais toutes ces imprimeries, les investissements étaient de plus en plus énormes. La technique évoluant à toute vitesse, une rotative était périmée au bout de 3-4 ans. C'est des millions d'investissements et les journaux s'en sont débarrassés. C'était une des grandes casses, on peut dire, de toute la fabrication des journaux, c'est la disparition des imprimeries intégrées. Aujourd'hui, on a des imprimeries qui tirent plusieurs journaux. Nous, par exemple, il y a 4 journaux qui sont tirés par Franche-Comté Impression. Plus aucun journal n'avait les moyens de... nous n'avons jamais racheté de rotative parce que ce sont des investissements colossaux qu'on ne rentabilise jamais. Donc aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun journal qui a sa propre rotative. Tout est externalisé. En plus, le monde de la presse a évolué, c'est-à-dire qu'il y avait une part ouvrière dans la presse qui était la fabrication et les rotativistes. Il y a eu des grèves funestes dans les années 80, notamment aux Parisiens, qui a été bloqué pendant des mois et des mois par un bras de fer avec des syndicats du livre très puissants et très forts, dans la mesure où ils peuvent arrêter une fabrication en 1 minute et le journal ne sort jamais. C'est-à-dire que vous pouvez avoir travaillé toute la journée, toute la semaine. Si le relativisme, autant vous l'avez imprimé, le travail est ruiné. Donc, cette épée de Damoclès, les journaux ont voulu s'en débarrasser aussi, pour éviter des bras de fer permanents avec ce monde ouvrier dont ils voulaient en gros se débarrasser, disons les choses telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui, vous ne voyez plus dans un titre, dans un journal, de rotative et de fabrication. Vous pouvez très bien aujourd'hui, être jeune journaliste, travailler dans un journal, jamais vous ne verrez comment il est fabriqué. Vous n'irez jamais voir la rotative parce qu'elle est à 50 km. Et vous verrez tout juste le moment où le fichier est envoyé à l'imprimerie. Voilà. Donc ce monde, moi j'ai bien connu des affiches où effectivement il y avait une part de fabrication qui était énorme, hein, aujourd'hui a disparu du monde de la presse. Voilà. Tout a été externalisé. Et cette externalisation, cette mutualisation, ça a été aussi l'un des grands succès de Robert Hersant quand il est arrivé dans les années 80. Vous vous souvenez sans doute de Robert Hersant, voilà, qui a racheté à tour de bras les journaux. Et qu'est-ce qu'il a fait, Robert Hersant? Il a fermé toutes les imprimeries pour n'en garder que quelques-unes qui tiraient plusieurs titres. Et les titres qui avant étaient totalement endettés par l'achat de rotative et par l'impression et par les dépenses qu'il y avait afférents à cette impression, il les a tous ramassés et il a pu ainsi faire fabriquer, mutualiser et avoir une imprimerie qui imprime 4-5 titres. Aujourd'hui, on a des grands groupes qui impriment, on a notamment un groupe canadien, québécois, qui s'appelle Québécois, qui est installé dans toute la France, qui a 6-7 imprimeries et qui imprime toute la presse, notamment la presse magazine. Voilà. Donc tout ce qui est fabrication aujourd'hui est ailleurs. Aujourd'hui, on a une transmission à distance qui permet effectivement d'envoyer des pages de journaux à l'autre bout de la France ou à l'étranger si vous êtes un magazine. Vous pouvez faire imprimer en Espagne, en Italie. Un éditeur de livres peut faire imprimer en Chine, ça lui revient par container. Dans la presse, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que la distance soit quand même suffisamment courte pour des délais d'acheminement. Vous avez les quotidiens aujourd'hui qui impriment dans plusieurs régions en même temps. Les quotidiens nationaux, l'équipe est imprimée en soirée à Nantes, à Lyon, à Toulouse et à Istres. Ça veut dire que partout en France, le délai d'acheminement est très court. Vous n'avez plus à dépendre d'un train, à amener à la gare
au dépôt SNCF de Paris tous les exemplaires. Aujourd'hui, tout est régionalisé, la distribution est régionalisée, et ça va 3 fois plus vite. Ces coûts-là, ces coûts d'impression, on les connaît en presse écrite. Mais pour Internet, on le verra, pour les sites, c'est des coûts qui n'existent pas. Notamment pour ce qu'on appelle, on verra tout à l'heure, les pure players, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas affiliés à un titre, qui ne dépensent pas, qui ne dépendent pas d'un titre de presse et qui sont nés uniquement sur Internet. Ils ont d'autres frais, mais en tout cas, ils n'ont pas de frais d'impression, les frais d'impression ni les frais d'acheminement. Donc ils ont, on va dire, ils ont un handicap en moins. Voilà, un handicap financier en moins, si on peut résumer ça comme ça. Et puis demain, aujourd'hui on a des rotatives. Moi je vois arriver des modèles de rotatives hyper puissantes, qui impriment à la demande, qui sont souples. Ça va très vite, hein, c'est-à-dire que les affiches c'est imprimé en 10 minutes. Hein, voilà, ça sort, 10 minutes, mais il faut du temps pour mettre les plaques. Et au bout de 10 minutes, on a les 9000 exemplaires. Donc c'est quand même une rapidité folle. Mais demain, on ne sait pas ce que ça va donner. Comment la presse va-t-elle être imprimée? L'évolution technologique est permanente. Vous le voyez aussi pour le numérique, les tablettes, les ordinateurs, les écrans. Je défie quiconque de nous dire dans 30 ans comment on va lire la presse. On ne sait pas, personne ne le sait. Mais c'est une économie qui aujourd'hui se porte mal. Je parle de la presse écrite. Hein. Globalement, on a une baisse de la production de journaux. Et c'est continu depuis plusieurs années. On a les chiffres suivants qui nous sont donnés par la Direction générale des médias et des industries culturelles. La diffusion payante totale des périodiques est passée de 5,7 milliards d'exemplaires en 1990 à 4,88 milliards en 2010, une baisse de 7,4%. On est encore dans les milliards, hein. Bon, c'est pas encore désespéré. La diffusion payante totale des périodiques est passée de 5,27 milliards d'exemplaires en 1990 à 4,88 milliards en 2010. Eh bien, je vais vous le donner, le chiffre, excusez-moi, je me répète. Entre 2000 et 2012, le tirage des quotidiens payants par jour est passé de 8,9 millions d'exemplaires à 7,13 millions, soit une baisse de 19,9%. Moins 18% pour la presse quotidienne régionale, qui, dans ses tirages, représente 78% du tirage global, et la presse quotidienne nationale, 22%. Et elle a chuté de 27%, la presse quotidienne nationale, entre 2000 et 2012, avec des actualités politiques marquantes, des actualités internationales marquantes, ne serait-ce que 2001 et les Twins, hein, les tours jumelles. Voilà, donc malgré cela, malgré un monde qu'on a envie de décrypter, de connaître, la presse quotidienne écrite baisse, avec une baisse évidemment en proportion du chiffre d'affaires de la presse. Baisse des recettes publicitaires, et c'est parallèle, ça va de pair avec la baisse de la part des dépenses générales des annonceurs. Les annonceurs communiquent moins, c'est la crise. La communication est presque toujours un des postes qu'on réduit en premier. Quand l'entreprise va mal, elle coupe dans ses budgets communication et médias. Quand elle communique, elle va plutôt vers la télévision, la radio, dans certaines proportions, mais la télévision, puisque depuis 2012, la part des investissements dans la télévision a dépassé pour la première fois celle dans la presse écrite pour les annonceurs. Et avec comme secteur en hausse, évidemment, Internet et les mobiles. C'est-à-dire qu'à volume égal, ou plus faible en tout cas, aujourd'hui, c'est la télévision et Internet qui sont privilégiés par rapport à la presse écrite, ce qui n'était pas le cas avant 2012. Les petites annonces, ça c'est la catastrophe partagée par la presse quotidienne régionale, dans une moindre mesure par la presse nationale, et par nous, par la presse hebdomadaire régionale. On a eu l'impression de voir un véritable siphonnage des petites annonces. Les affiches étaient lues à une époque, étaient achetées pour leur page de petites annonces, hein,
ceux qui l'ont connu à cette époque-là le savent bien. Et ça s'est réduit à peau de chagrin, avec l'arrivée des gratuits, des journaux gratuits distribués dans les boîtes aux lettres. Les gratuits eux-mêmes ont presque tous disparu, parce que le marché s'est éteint au profit des sites, comme Le Bon Coin, qui est un site norvégien, je tiens à vous le rappeler. C'est un groupe norvégien qui a racheté l'ensemble en tout cas Le Bon Coin, et énormément de sites. Il y a aussi, pour les annonceurs, l'encadrement plus strict, comme la loi Evin, qui a évidemment interdit la publicité pour le tabac. Donc c'est toujours un manque à gagner, puisque c'était quand même un gros secteur, le tabac, l'alcool, voilà. La diffusion au kiosque. Il y a une baisse du nombre de kiosquiers aussi. Les kiosquiers, on en compte à peu près 32 000. Vous voyez, dans les campagnes, un kiosquier, c'est aussi une boulangerie, un bureau de tabac, il ferme, parfois il faut faire 20 km pour acheter son journal. Vous avez des villes où vous faites parfois 10 minutes à pied avant de trouver un détaillant qui vous vende le journal avec autre chose. Voilà, donc tout ça va de pair, parce que moins il y a de journaux, moins évidemment les kiosquiers ont de bénéfices, et moins ils ont tendance à vouloir avoir envie d'en ouvrir un et à se lever très tôt le matin, parce que le métier de kiosquier c'est redoutable. Vous savez qu'il faut être là à 4 h du matin pour réceptionner les journaux, pour qu'ils soient prêts à vous les vendre à 7 h du matin. Donc c'est un métier difficile. Longtemps, la diffusion a bénéficié d'un système qui mérite d'être connu, qui a été créé à l'après-guerre en 1947. 1947, c'est un moment où la presse renaît, après des années difficiles de disparition, de fermeture de titres, de disparition de titres. La presse renaît, et à la Libération, les journalistes et les patrons de presse, et l'État aussi, se dit il faut que tout le monde puisse être égalitaire dans la fabrication, dans l'édition d'un journal, puisque dans les années 30, beaucoup de journaux appartenaient à des, et c'est maintenant le cas à nouveau, appartenaient à beaucoup de fabricants de produits de luxe. Il y avait des parfumeurs, il y avait des journaux Coty, il y avait un journal, je ne sais plus lequel, mais enfin c'était des grosses puissances financières, et donc à la Libération, évidemment, l'idée était de pouvoir démocratiser l'ouverture de journaux. Donc il y a eu la création des LMPP, qui ont disparu depuis, mais qui était une structure égalitaire qui permettait à tous les journaux, quel que soit leur nombre, leur tirage et leur puissance financière, d'être distribués de la même façon. C'est-à-dire qu'il y avait une distribution égalitaire. Il n'y avait pas des kiosques qui n'avaient pas de journal, pas tel journal, parce que le journal n'avait pas d'argent pour payer la distribution. C'était les journaux les mieux garnis qui payaient par un système de péréquation la distribution des petits journaux. Bon, ce système a vacillé dans les années 80-90, et aujourd'hui ça a été remplacé par une nouvelle société qui s'appelle Prestalis, qui a été créée en 2012, donc qui a remplacé les LMPP, qui continue quand même, qui est une société par action, donc je veux dire chacun tire quand même des bénéfices, il n'y a pas plus de péréquation comme autrefois, c'est plus des répartitions ensuite de coûts, mais ça permet malgré tout, et c'est quand même important, parce que c'est un système très important en France, de distribuer également tous les kiosquiers de tous les titres. C'est-à-dire il n'y a pas de journal qui soit qui soit desservi par rapport à un autre. Il y a une véritable égalité dans la distribution. Bon, après, dans la mise en place, etc., c'est une affaire de marketing. Hein. Je veux dire, effectivement, il y a des gens qui passent et qui souhaitent qu'un titre soit plutôt mis en avant. Après, c'est des stratégies titre par titre, évidemment, puisqu'il y a certains titres qui sont mis en avant pendant une semaine, 15 jours, après c'est un autre, ça c'est un service qui se paye. Enfin bon, après c'est tous les plus pour faire valoir un titre. Je vous le disais tout à l'heure, nous on a 250 détaillants, on livre directement donc aux dépositaires, et on fait la tournée le jeudi matin, hein, à partir de 6h30, là il y a une voiture qui part avec les journaux, et on livre
Saint-Loup, le Val d'Ajol, Héricourt, Fougerolles, enfin on fait une grande tournée, hein, je m'imagine que son chef est là pour en témoigner. On a 3 grossistes qui sont à Belfort, Luxeuil et un qui livre le territoire de, enfin je vous disais le territoire de Belfort, à Luxeuil-Vesoul, et qui, eux, livrent à Luxeuil tous les kiosquiers, tous les points de vente sont livrés par un grossiste, M. Lecause, qui livre d'ailleurs l'Est républicain et tous les jours, c'est vraiment lui qui se débrouille avec ses détaillants. Voilà, alors je vous le disais tout à l'heure, effectivement, le souci qu'ont beaucoup de journaux comme les nôtres, hein, c'est la disparition, la difficulté à trouver des nouveaux points de vente. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand une boulangerie disparaît, c'est un point de vente qui disparaît. Voilà, quand une épicerie disparaît, c'est un point de vente qui disparaît. Donc on ne peut pas toujours le remplacer. On guette les petites épiceries qui s'ouvrent quelque part parce qu'on se dit que c'est toujours un détaillant, un point de vente. On n'est pas les seuls, l'Est républicain, c'est pareil, évidemment. Et donc, nous, on livre, le journal livré le jeudi. Ceux qui sont abonnés le reçoivent le lendemain, parce qu'on met souvent le jeudi matin, et on le poste, on le donne à la poste le jeudi dans la matinée. Et évidemment, vous ne l'avez vu que le vendredi. C'est un handicap, je le sais, mais vous l'avez chez vous directement. Tous les journaux, justement, pour essayer de contrer cette disparition des kiosquiers, ces difficultés d'acheminement, etc., font aujourd'hui la course aux abonnements. Vous avez tous dû recevoir à un moment ou à un autre des abonnements vérifiques. Vous avez un réveil matin, radio avec, une batterie de casserole, etc. C'est effectivement... tous les titres rêvent d'avoir un portefeuille garni d'abonnés parce que c'est de la trésorerie à l'avance, évidemment. Hein. Je veux dire, quand vous payez un produit que vous n'avez pas encore, hein, puisque vous payez pour l'année qui vient et pas pour l'année qui est écoulée. Donc, nous, journaux, on est content d'avoir vos sous à l'avance, puisque comme ça nous permet de gérer votre trésorerie, évidemment. Et tous les journaux, c'est pareil. Hein. Donc, c'est cette course qui est aujourd'hui à coup effectivement de cadeaux, etc. Nous, on ne fait pas ça, bon, voilà, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'abonnement, c'est quelque chose qui est important pour la presse, hein, c'est-à-dire de vous inciter à vous abonner. Il y a des journaux qui marchent à 80% par abonnement, c'est La Croix, parce que ça permet aussi d'éviter de livrer à tous les kiosques, puisque si vous voulez livrer à tous les kiosques de France qui sont au nombre de 32 000 à peu près, je vous le disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut tirer à peu près, on va dire, au minimum un exemplaire pour tous les kiosques, c'est-à-dire qu'il faut tirer au minimum 100 000 exemplaires pour garnir déjà les kiosques. Donc c'est une fortune. Et il y a beaucoup de journaux qui ont privilégié dès le départ les abonnements. À Pèlerin, on tire à 240 000 exemplaires. Il n'y a que 5 000 exemplaires qui sont vendus au kiosque. Tout le reste, c'est par abonnement. Donc, il y a une presse qui existe aussi parce qu'elle a un petit peu de trésorerie d'avance, beaucoup de trésorerie d'avance, et ça lui permet de voir venir, de gérer ça et de proposer un produit qui est aussi en rapport avec le... On pose beaucoup de questions, donc je me permets. Comment ils arrivent à susciter l'abonnement, mettre en marche la mécanique de l'abonnement? Parce que c'est quand même 240 000 exemplaires, c'est intéressant. S'il y a un service... c'est très compliqué à gérer les abonnements parce que d'abord c'est volatile, hein, c'est-à-dire qu'on fait des mailings, c'est la course aux fichiers. C'est-à-dire que tous les journaux courent après les fichiers, les bons fichiers d'abonnés potentiels. Alors il y a des fichiers qui s'épuisent, hein, parce que les fichiers, vous êtes dans des fichiers, vous savez, hein, tout le monde est dans des fichiers, je suis dans un fichier, je reçois aussi des offres d'abonnement, tout le monde est dans un fichier, s'il suffit que vous ayez un jour donné votre adresse ou que quelqu'un vous l'ait vendu, puisque ça se vend, les fichiers, c'est un objet de commerce. Hein. Je ne sais pas, un grand détaillant d'hypermarché peut très bien vendre le fichier de ses clients. Je ne sais pas si ça se fait, mais c'est un exemple, hein, où quelqu'un peut vendre. Donc les fichiers s'achètent et se testent avec des mailings, des petits résumés, des offres promotionnelles, etc. Il y a des fichiers qui s'épuisent, alors se pose la question de quel fichier reprendre, parce qu'il
il y a des fichiers qui sont utilisés par plusieurs titres. Donc au bout d'un moment, l'abonné en a marre, il va s'abonner à un titre, celui qui reçoit l'offre à 2 titres, mais au bout du 3e, il sature, quoi. Donc il va pas, donc il faut changer de fichier. Et on estime que le taux de retour, donc il y a une offre promotionnelle souvent de quelques semaines. On vous incite à lire le journal, on vous l'envoie pendant quelques semaines, et après vous avez une relance téléphonique. Quelqu'un qui vous dit, est-ce que vous avez aimé le journal, vous ne voulez pas vous abonner, pérenniser l'abonnement. Voilà, donc tout ça, ça a un coût, évidemment, hein, c'est des grosses structures à l'intérieur des groupes de presse. Et quand on arrive à peu près à fidéliser 5% on est déjà très heureux, 5% des gens à qui on a fait l'offre. Et 5%, c'est déjà un chiffre extraordinaire pour un titre. Voilà. Nous, on a 45% d'abonnés, 55% qui nous achètent au numéro à peu près. C'est notre proportion. Alors, les lecteurs, évidemment, sont en diminution, les lecteurs de presse écrite, hein, j'entends bien. Ils sont transférés leur loisir en quelque sorte vers d'autres, ou leur appétit vers d'autres médias, les médias numériques, et puis vers d'autres loisirs. Aujourd'hui, lire le journal n'est plus forcément un loisir comme ça a été le cas il y a peut-être 15, 20, 30 ans, puisqu'en 90, déjà, la place occupée par la presse dans le budget culture et loisirs des foyers français, elle représenterait 23,9% et en 2010, 15%. Donc en 10 ans, la part de la lecture, de la presse en tout cas, a diminué. Et puis aujourd'hui, on ne prend pas un abonnement, mais on met son budget, son argent dans la téléphonie. Bon, voilà, c'est aussi un choix. On achète un téléphone et on ne s'abonne pas. Il y a un effet générationnel aussi, puisque nous on constate, tous les titres le constatent, hein, les affiches, Pèlerin, la Croix, que je connais bien, un vieillissement du lectorat papier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à attirer les jeunes vers le papier. Ça c'est le casse-tête d'absolument tous les éditeurs de presse, c'est comment attirer les jeunes, comment les faire venir sur le papier. Alors, il y a des stratégies, évidemment, hein. Il y a des stratégies institutionnelles qui sont la semaine de la presse, hein, qui a lieu tous les ans au mois de mars. On amène, les journalistes vont devant des collégiens pour leur raconter comment ça marche un journal. On leur met en main un journal. Et puis, il y a Internet, Internet qui, effectivement, incite... au bout d'un moment, on va peut-être finalement proposer un abonnement, faire glisser vers le papier. Bon, et puis il y a l'âge qui fait que quand on a pris l'habitude de lire un titre, on le suppose, hein, puisque ça démarre sur le numérique, sur un site, il y a un moment où on aura envie peut-être de l'avoir en main et puis de pouvoir le lire chez soi tranquillement, de pouvoir le poser, voilà. Donc c'est des choses très, très compliquées pour nous à gérer, ce vieillissement. Et puis les jeunes, les nouvelles générations ont pris une habitude terrible pour nous, c'est l'habitude de la gratuité. Là c'est quelque chose qui pérille pour nous et pour le monde de la musique, pour d'autres univers. Il n'y a pas que nous. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, si c'est pas gratuit, ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est un peu compliqué d'arriver à faire prendre conscience que tout a un coût à quelqu'un qui va pirater un film, qui va chercher sur les sites, qui va regarder sur YouTube une vidéo, qui va télécharger un morceau de musique. Donc aujourd'hui, arriver à lui dire à un moment que, tu sais, il y a quelqu'un qui a bossé, il y a quelqu'un qui a mis de l'argent, il y a quelqu'un... qui a envie peut-être de vivre de ses droits d'auteur. Donc c'est toute une éducation à faire qui en ce moment est un petit peu compliquée. On y arrive pour la musique, un coup d'accord évidemment. Et puis la musique c'est aujourd'hui les concerts. Hein, donc la gratuité est à peu près tolérée parce qu'il y a les concerts, les tournées, et que là les musiciens se font leur argent à ce moment-là. Voilà. Donc pour la presse, pour l'instant, je dois dire que la gratuité n'est pas encore quelque chose qui, effectivement, pour nous bloque, quoi.
ne peut pas donner les journaux gratuits non plus aux jeunes générations, quoi. Il faut trouver un moyen de leur faire comprendre que tout ça, ça a un coût. Bon, et puis évidemment la crise économique qu'on a tous vécue, qu'on vit tous, puisque la presse, moi je le vois dans le groupe Bayard, qui édite La Croix, Pèlerin, c'est le premier poste qu'on coupe. Bon. Et puis je vois aussi, parce qu'on a pris l'habitude, nous, aux affiches, quand les abonnés tardent à se réabonner, de les appeler au téléphone, puis leur dire vous voulez plus vous abonner. Et puis on a des réponses, parfois, on n'a plus de sous. Et c'est vrai que dans le monde rural aujourd'hui, le monde auxerrois rural, il y a quand même aussi des gens qui souffrent, quoi. Voilà. L'abonnement au numéro, ça revient moins cher quand même, finalement, faut pas l'abonnement. L'abonnement pour nous, par exemple... Au lieu d'1,20 €, par exemple... si vous payez au numéro, vous payez 62 € et quelques. Et si vous abonnez, c'est 51. Oui, comme c'est les stars. C'est moins d'1 €. Et pour tous les titres, c'est pareil. Voilà, l'abonnement, il y a toujours une gratte abonnement. Voilà. Donc ce qui est aussi intéressant, mais c'est de l'argent à sortir d'anglais. Voilà. C'est le revers. Dernier chiffre aussi de la presse hebdomadaire régionale, à laquelle on appartient évidemment. Oui, dernière chose aussi que je voulais vous dire, qui nous chagrine beaucoup dans la presse, c'est qu'aujourd'hui les lecteurs prennent l'habitude. Il y en a un qui achète et 15 qui lisent. Donc ça, je dois dire, voilà, bon, si vous êtes dans ce cas, 1,20 € par semaine, c'est quand même pas une fortune. Voilà, donc on le sait. Donc voilà, il y a des lectures collectives ou des hameaux qui se passent le journal. Voilà. Donc c'est charmant dans l'idée, on est content, c'est de la convivialité, mais bon, voilà. La PHR, presse hebdomadaire régionale. Alors j'ai eu les tout derniers chiffres qui sont parus là, parce qu'on a un syndicat qui nous regroupe, on est à peu près 200 titres. Donc les derniers chiffres. C'est une presse qui en fait, par rapport à nos confrères de la presse quotidienne régionale et presse quotidienne nationale, un secteur de la presse qui a moins souffert aussi vite de la crise. On a réussi quand même à maintenir à peu près nos tirages, on n'a pas sombré comme ça soudainement. Mais là, il y a en ce moment la presse hebdomadaire régionale globalement, je ne parle pas des affiches, mais de toute la presse hebdomadaire nationale, c'est un peu en souffrance, pour les raisons dont je vous parlais évidemment. On arrive quand même à être lu tous les types de presse hebdomadaire, il y en a vraiment partout dans toute la France. La Haute-Saône a la chance d'en avoir 3, ce qui est rare pour un département. Il y a nous, il y a la presse de Vesoul, la presse de Grès. Et on est quand même lu par 7 millions de Français chaque semaine, ce qui est quand même énorme, la presse hebdomadaire. Voilà. Il y a des titres partout où vous irez, en vacances, pour votre travail, vous avez presque toujours partout un titre hebdomadaire. Même s'il n'est pas mis en valeur, que vous ne voyez pas, il y en a partout. Alors, j'en arrive aux aides de l'État. Alors ça, je suis avec l'aide de l'État, parce que c'est quelque chose d'important à dire. Effectivement, on connaît mal. C'est que, en fait, l'État, en tout cas depuis l'après-guerre, a toujours aidé la presse écrite. Pourquoi? Parce que les journaux sont rangés sous le registre des biens sous tutelle de l'État. Parce qu'ils revêtent un caractère de service public et d'intérêt général. Leur activité est encadrée, l'État leur fixe ses missions qui visent l'accessibilité pour tous à l'information, l'assurance d'une diversité des titres et du pluralisme des opinions. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a encore des journaux parce que l'opinion est très diverse, depuis de l'extrême au milieu, si on peut dire, parce qu'il y a aussi une aide importante de l'État. Les médias sont des vecteurs de l'information essentielle à la formation des citoyens, au débat et à l'expression de courants d'opinion. Et c'est la France qui, en Europe, a le système le plus varié et le plus coûteux. Ce système a été mis en place à la Libération pour favoriser la multiplication des titres, je vous en parlais tout à l'heure, et la survie des plus petits et fragiles. Alors, je vais m'arrêter un peu longuement peut-être sur les aides de l'État, parce que vous allez voir, il y a des choses peut-être que vous ne savez sans doute pas sur la part pour chaque titre d'aide de l'État. Il y a des aides indirectes et directes, qui ont représenté quand même en 2012 1 milliard d'euros, soit 11% du chiffre d'affaires de la presse écrite.
Les aides directes concernent à peu près 9500 titres et agences de presse, dont aujourd'hui les titres de presse en ligne. Mais pour y avoir droit, il faut avoir un label qui est décerné par la Commission paritaire des publications et agences de presse. Un gratuit, uniquement publicitaire, ne peut pas avoir d'aide de l'État, ce qui est tout à fait normal. On passe régulièrement, nous tous les titres, tous les 3-4 ans, par l'avis d'une commission qui regarde un mois de journaux et qui évalue si effectivement la part de la publicité n'est pas trop importante et si nous sommes bien un journal d'information politique et générale pour ceux qui reçoivent le plus d'aide. Une aide à la diffusion, notamment au portage, parce que le portage, peut-être que certains d'entre vous se font porter le journal le matin dans la boîte aux lettres directement, ce qui est quelque chose de très agréable quand on a un quotidien. Nous, on ne le fait pas aux affiches. Mais il faut savoir quand même que l'envoi par la poste du journal La Croix coûte 0,06 centimes et par portage entre 20 et 40 centimes d'euros. Donc là, on arrive quand même à des coefficients multiplicateurs qui, sans aide et sans soutien, ne seraient pas tenables. Il y a un fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faible ressources publicitaires pour les titres dont la part des ressources publicitaires est de moins de 25% de leurs recettes. Alors, chaque année, près de 200 titres sont aidés directement. Alors, j'ai fait un tableau. Enfin, j'ai repris un tableau plutôt, je ne sais pas s'il est clair, non, on voit pas. Je suis désolé, on ne voit pas. Voilà. Bon, il y avait les titres, je vais essayer de vous dire à peu près ce qu'il y a dedans. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le voir là. Vous avez une possibilité de zoomer, je crois, si vous le souhaitez. Je peux zoomer, ça se trouve, vous le savez. J'avais qui la note du travail. Voilà. Et si vous nous entendez mal à un moment donné, n'hésitez pas à me le dire, je suis équipé d'un micro, D'accord. donc on peut le mettre en place. Alors. Si vous arrivez, moi je maîtrise mal, c'est ici. Un curseur en bas à droite. Le curseur en bas à droite. J'aurais bien besoin d'un coup de main, si vous êtes d'accord. Lequel? En bas. À droite. En bas à droite. Ah voilà, je le vois. Voilà. Là, Voilà. ouais, là. Ah oui, d'accord, ok. Exact, voilà. Voilà. Ah bah voilà, ah bah voilà. Bon. Le pad, c'est pas formidable, mais je vais y arriver. Voilà. C'est tout bon. Après, il y a la petite molette pour monter et descendre. D'accord. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Laissez-moi merci, monsieur. Voilà, les chiffres sont sans doute un peu... Je vais y arriver, hein. Vous voyez, moi je suis un homme du papier. Hein. C'est ça le drame. On vient c'est la Ah priserie, oui, là, là, il je faut suis parler. carrément plus du tout dans le truc. Là. Attendez. Il faut que je revienne... Donc il faut que je revienne à la bonne page. Là, voilà. Ah non, c'est pas ça, c'est quoi ça? Ah oui, non, c'est à... Attendez. En dessous. Ouais, je remonte un petit peu. Le 9 en dessous. Oui, c'est celui d'en Oui, dessous. voilà, j'y arrive. Bon, c'est ces chiffres-là, regardez, qui sont importants. C'était pour 2009-2011, les titres. Je ne sais pas combien est vendu l'Humanité, bon, peu importe. Il reçoit 48 centimes d'euros par exemplaire. Ça, c'est les journaux les plus aidés. Hein. La Croix, 32 centimes. Télérama, 29 centimes. Le Nouvel Obs, 29 centimes d'euros. Libération, 27. Le Pèlerin, 24. L'Express, 23. Et j'ai le chiffre, après ça se continue. Je vais pouvoir vous les donner. Il faut la redescendre un petit peu, oui. Ouais, je pense qu'il faut redescendre un petit peu. Non. C'est là que j'arrive pas à remonter un petit peu. Voilà. Alors c'est toujours le même. Voilà, je vais arriver comme ça, doucement. Voilà. Ah ouais, on entend des envies. Voilà, voilà. Alors pour le coup, Challenge, 22 euros. Le point, 20 euros.
Le Monde 19. 0,20. 0,20, pardon, excusez-moi. Le Monde 19, Le Figaro 17, Elle 16, Aujourd'hui en France 15, Les Échos 15 et Paris Match 14. Donc ce sont des aides directes. Ces aides directes, nous on n'est pas quotidien d'information politique et générale, donc on ne les reçoit pas. Aujourd'hui, leurs bénéficiaires, la liste est rendue publique. Jusqu'à il y a 2 ans, personne ne savait qui touchait quoi, etc. Depuis 2 ans, elle est publique. Donc on peut le savoir aujourd'hui, parce que les éditeurs qui ne comprenaient pas, pourquoi on ne savait pas, c'était un peu... voilà, aujourd'hui c'est public. Il y a des aides à la modernisation, avec des prêts, plus que des subventions, mais surtout pour des gros investissements. La TVA des journaux est à 2,1, donc c'est quand même un taux de TVA très privilégié. Tarifs postaux privilégiés, c'est-à-dire qu'on ne paye jamais le coût réel d'un journal qu'on expédie. On a une tarif postal qui est réduit, bon ça coûte quand même, mais c'est moins que si on l'expédiait en allant le timbrer ou le faire peser à la poste. Les tarifs postaux, c'est d'ailleurs l'objet de discussions permanentes, enfin, même les aides directes, surtout les tarifs postaux, parce qu'il y a pas mal d'éditeurs qui pensent que des journaux comme Closer ou Téléstar n'ont pas bénéficié de toute cette aide. Ce sont des gens dont des groupes dont le contenu du journal est pas... c'est des cours, si on peut dire. Hein. C'est des gens qui, effectivement, font des journaux qui sont pas destinés à informer le public réellement. Hein. On ne peut pas dire que Closer appartiennent à la vie démocratique, mais plutôt à la vie du loisir, hein, si on veut. Voilà, donc il y a beaucoup de discussions en ce moment sur qui aider, qui ne pas aider. Mais moi j'ai lu quand même des points de vue de spécialistes des médias, voire de sociologues, qui disaient que les gens qui lisent la presse People, finalement, ils lisent. C'est déjà ça. Voilà. Même si c'est pour lire la vie des vedettes, ils lisent. Bon, au moins ils lisent. Voilà. La presse en ligne, depuis 2009, bénéficie d'un statut, de la TVA aussi à 2,1, mais aussi de devoirs qui maintenant sont équivalents à ce qu'on appelle le print. Alors le grand terme aujourd'hui pour l'écrit, c'est le print, pour le distinguer du numérique. Bon, la presse en ligne a des obligations identiques maintenant, hein, de renouvellement, de traitement de l'actualité par des journalistes, pour pouvoir bénéficier de ces aides, hein, évidemment, avec une part d'écrit et que ce ne soit pas du cultinage. Alors il reste quand même une catégorie de ce qu'on appelle les hébergeurs, hein, qui sont Google, Twitter et YouTube, qui sont à la croisée de l'intermédiaire technique et des médias, et qui, eux, sont dans un espèce de flou juridique. Alors on estime que c'est quand même pas que des hébergeurs, mais des médias, dès lors qu'ils hiérarchisent, promeuvent et sélectionnent les contenus. Mais pour l'instant, ils échappent à toutes les responsabilités juridiques des journaux, des sites en ligne et de la presse écrite, et à leurs obligations réglementaires. Alors, Et la presse régionale? Alors, la presse régionale, elle est aidée, évidemment, hein, bien sûr, ouais, tout comme la presse nationale, bien évidemment. Alors, où en est-on aujourd'hui? Je vais resserrer encore. Voilà, où en est-on? Le modèle économique donc, sur lequel reposait la presse d'information est en train de s'éteindre, hein, évidemment, on le sent bien, on le sait tous, qu'aujourd'hui, ce modèle avec la publicité, les annonceurs d'un côté, les acheteurs de l'autre, pour nous en écrit, c'est un modèle qui est en train de s'éteindre. Je ne sais pas où ça verse. Donc on est aujourd'hui dans ce que des spécialistes des médias appellent la réinvention, non pas la révolution, mais la réinvention. Réinventer la presse. C'est pas la première fois que la presse écrite est confrontée à l'arrivée de nouveaux médias. Hein. On a connu la radio, hein, évidemment, qui a été quand même un gros choc avec surtout les périphériques, ce qu'on appelait les périphériques à l'époque, avec le petit transistor, hein, des années 60. La guerre d'Algérie, puisque c'était le grand média au moment de la guerre d'Algérie qui est apparu, avec Europe, Radio Luxembourg, etc. La TV, évidemment, qui a été un choc frontal, hein, avec les médias,
notamment avec la presse quotidienne régionale, hein, qui, sur la grande distribution, etc., a dû batailler pour conserver des parts d'annonceurs. Ça a été une sacrée bagarre aussi. Donc la presse écrite a l'habitude, évidemment, mais là, c'est autre chose. On est, pour les analyses, dans un nouveau système de communication qui a un impact direct sur le modèle traditionnel de la presse et sur ses ressources. Donc tout le modèle est à revoir, en quelque sorte. Tout aujourd'hui doit être repensé, revu. On est vraiment dans une réflexion globale, pressée aussi par les circonstances, par les rachats, etc. C'est évidemment la presse quotidienne qui a été la plus impactée par le numérique, hein, ensuite les magazines. Mais celle qui aujourd'hui suscite le plus d'inquiétude, c'est évidemment la presse d'infopolitique et générale, hein, puisque tout le monde a envie que les journaux qui donnent des informations pour exercer sa citoyenneté persistent, quoi, évidemment, hein, qui continuent à vivre. Alors, le paradoxe, c'est que les Français n'ont jamais autant lu la presse, mais sur un écran aujourd'hui. C'est-à-dire que la presse est lue, elle est très lue, mais elle est plus lue sur le papier, elle est lue sur un écran, majoritairement. Avec l'émergence d'une culture numérique, qui ne touche pas que les jeunes, mais les seniors, hein, puisque les retraités sont des gros consommateurs d'Internet. Je vois un titre de Bayard, qui est Notre Temps, le site notretemps.com, cartonne de façon incroyable. Notre Temps déjà est vendu à près d'1 million d'exemplaires, et le site, ça atteint des visites, je n'ai pas les chiffres exacts, mais aujourd'hui c'est un navire amiral dans le groupe, hein, si on peut dire. La culture numérique et multimédia, elle associe texte, son et images au sein d'un même média. Elle est marquée par la dématérialisation des contenants et la généralisation d'appareils nomades. Vous avez tous entendu parler, ou vous en avez déjà avec vous des ordinateurs, téléphones portables, tablettes numériques. En 2012, 86% des Français se connectaient tous les jours à leur domicile, au travail et dans d'autres lieux. Des sociologues avancent le terme de transmédia, où le lecteur peut découvrir une histoire sur le papier, avoir des prolongements sur un site internet, rester en contact avec les services mobiles et suivre des épisodes télévisuels. Les points d'entrée sont aujourd'hui multiples ou vont l'être et peuvent être compris indépendamment. Un Français sur deux aujourd'hui suit l'actualité à travers Internet. La télévision vient en premier, quand même à 58%, mais la radio n'est plus qu'à 13% et la presse écrite à 12%. En revanche, pour comprendre l'actualité, Internet arrive derrière la presse écrite. C'est plutôt rassurant, 16% pour Internet contre 21% pour la presse écrite. 8 millions de Français possèdent une tablette tactile aujourd'hui. La télévision aussi, son mode de consommation a été bouleversé avec la possibilité de la télévision de rattrapage qui permet aujourd'hui de regarder dans les 7 jours pour certaines chaînes les programmes, et c'est très utilisé, très utilisé. Les grandes manœuvres des médias, parce qu'il faut bien réagir pour tout ça. Le numérique a déclenché un grand nombre de repositionnements. Alors, on a aujourd'hui 2 types de numérique. C'est les pure players, on les appelle comme ça, c'est des sites qui ne sont liés à aucun titre de presse. Il y en a un certain nombre, il y a Atlantico, 89, Mediapart, et les sites qui sont liés à un groupe dont le chiffre d'affaires dépend de titres dont le chiffre d'affaires dépend des modes de diffusion traditionnels et également du numérique, qui essayent de trouver un modèle économique mixte. La conséquence de cette crise de la presse est aussi la diminution de la valeur des journaux. Il y a eu beaucoup de rachats ces derniers temps parce que les journaux coûtent moins cher. Aujourd'hui, on peut racheter un groupe, un investisseur peut racheter un journal beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années parce qu'il coûte moins cher. Et aujourd'hui, un journal, pour retrouver de la valeur, essaye justement de se déporter vers Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un titre comme Le Figaro plus Internet Figaro a retrouvé une valorisation forte. Le titre, uniquement Le Figaro écrit, perd de sa valeur. Aujourd'hui, pour retrouver de la valeur, les titres vont vers le numérique et agglomèrent le numérique et le print. Il y a des groupes aujourd'hui qui tirent relativement bien leur épingle du jeu de cette mixité
numérique et print, hein, comme le groupe Axel Springer, qui est un groupe allemand qui édite Femme Actuelle et Géo. 62% de ses ressources cette année pour le premier semestre provenaient du numérique, qu'il décline en plusieurs langues, hein, l'anglais, l'allemand, le français, etc., puisque c'est un groupe mondialisé. La mondialisation passe aussi par le numérique, hein, puisqu'on peut travailler en plusieurs langues et ne plus avoir le problème de la distribution à l'autre bout du monde, puisqu'il suffit de se connecter. Le Monde aujourd'hui propose une quotidienne, une offre digitale quotidienne qui s'appelle La Matinale, hein, qui a été téléchargée, chargée en tout cas, l'appli a été chargée 265 000 fois et totalise 1,1 million de visites, donc ce qui est quand même pas mal. Hein. Voilà, donc tout réuni, finalement, les chiffres, si on réunit la presse écrite et la presse numérique, on arrive à des chiffres assez spectaculaires, puisque le Figaro, 18 millions de lecteurs mensuels, si on accumule les deux, donc c'est quand même un chiffre impressionnant. 20 minutes, 17 millions, Femme Actuelle, 16 millions. Le Monde, 16 millions, la presse quotidienne régionale, 42 millions, donc on arrive quand même à 49 millions et demi de lecteurs pour la presse, donc tout confondu, en France chaque mois, ce qui est quand même un chiffre assez énorme, hein, qui est énorme. Donc on peut dire quand même que le numérique, le bienfait du numérique quand même, et il a beaucoup de bienfaits, c'est tirer les finances vers le haut. Alors les nouveaux investisseurs, ils donnent un peu une idée de qui aujourd'hui investit dans la presse et dans quel but. Les derniers achats en titre. Alors vous avez sans doute tous entendu parler du groupe altiste de Patrick Drahi, qui est propriétaire de Numéritable et qui a racheté SFR d'abord, puis Libération il y a quelques mois, l'Express, l'Étudiant, Point de Vue, l'Expansion, Lire, qui avaient perdu de leur valeur, hein, puisqu'il les a eu à un prix qui n'aurait pas été le même il y a quelques années. Alors ce groupe affirme garantir l'indépendance des rédactions, mais lui, son but, c'est d'abord un groupe de télécommunications. Donc son but, c'est tout simplement d'alimenter ces tuyaux, en quelque sorte. Il a créé les tuyaux, il les a développés, il y a la fibre, nous sommes tous connectés. Et ben aujourd'hui, il vous apporte le contenu. Voilà, il vous a apporté la fibre, il vous a apporté Internet, et ben aujourd'hui, il veut vous apporter les contenus. Voilà, tout simplement. Et les contenus valorisants et profiter des marques. Hein. C'est sûr qu'une marque... avoir une marque dans son giron, c'est quand même important parce qu'il n'y a pas qu'un titre, il y a aussi des activités autour d'une marque, comme Le Monde, c'est les forums, un journal comme L'équipe, c'est les manifestations sportives, un journal comme Le Télégramme dans l'ouest de la France, c'est les courses de voile. Enfin, donc aujourd'hui, il y a un développement à partir de plusieurs titres. Ça génère des activités dérivées, ça génère de la marque, ça génère du contenu. Donc c'est un plus pour un groupe de télécommunications. Le luxe aussi, maintenant, s'intéresse à la presse, puisque LVMH vient de racheter le Parisien, et aujourd'hui en France, hein, qui est sa déclinaison en région. On dit même qu'il serait candidat pour le groupe EBRA, auquel appartient l'Est républicain, quand son fondateur quittera le Crédit Mutuel. Voilà, alors lui, il ne le cache pas, c'est profiter du savoir-faire en numérique d'un type de presse. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui veut se développer, c'est un groupe qui veut se développer, tout simplement. Il y a eu le rachat quand même assez spectaculaire il y a quelques années du journal Le Monde, puis après de Télérama, et récemment de l'Obs par le groupe constitué par Mathieu Pigasse, un banquier d'affaires, Xavier Niel, le patron de Free, et Pierre Berger. Donc on retrouve le luxe, on retrouve la télécommunication également. Voilà, alors ils parient tous sur... c'est des gens qui sont des gens qui travaillent sur un secteur d'activité qui se porte bien, le luxe, la télécommunication, et qui veulent enrichir leur offre, qui parient sur le numérique, sur un changement de modèle, sur une économie globale autour des titres de la presse, qui deviennent en quelque sorte des marques qu'on va exploiter, qu'on va faire fructifier, qu'on va mettre dans ces tuyaux en quelque sorte. Alors tout ça amène évidemment un gros remodelage des rédactions et de la façon dont on fabrique les journaux aujourd'hui, bien évidemment, puisque les journaux
aujourd'hui doivent à la fois nourrir le site et nourrir le papier. Donc la plupart des rédactions nationales sont en train de faire leur mue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive vers des rédactions, c'est le cas du Monde, c'est le cas de Libération, le journal Le Temps en Suisse l'a fait il y a quelques années, le Guardian en Angleterre l'a fait aussi il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un cycle de 24 heures. Un journaliste peut travailler indifféremment pour le site ou pour le journal. Et en fonction des heures, il va travailler plutôt pour le site, plutôt pour les tablettes, plutôt pour le journal papier, en fonction des délais, des sorties, des heures de la consommation de ses lecteurs, tout simplement. Il va travailler sur la tablette le matin pour les gens qui se déplacent dans les transports en commun. À partir du milieu d'après-midi ou du début d'après-midi, il va travailler pour le journal qui va être imprimé le soir pour être le lendemain matin en kiosque. Voilà, donc c'est un changement radical effectivement de conception aujourd'hui d'une rédaction et d'un journal. Il y a des nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui, un renouvellement générationnel très important dans les rédactions, avec des jeunes que je vois arriver, autant aux affiches d'ailleurs que dans le groupe Bayard à Pellerin ou à la Croix, qui sont des jeunes très rodés au multimédia, qui aujourd'hui ont une formation très pointue et qui sont capables de faire une vidéo, de prendre un son, d'écrire un article, et qui sont très demandeurs de ça. Il y a des nouveaux métiers qui sont apparus, il y a les développeurs, les webmasters, les modérateurs. Bon, voilà, c'est une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place et qui, petit à petit, au fur et à mesure du départ des gens qui n'ont fait que de la presse écrite, les remplace pour un nouveau mode de fonctionnement de la presse, tout simplement. Il n'empêche que c'est une presse, en ligne ou pas, qui aura toujours besoin de journalistes. C'est-à-dire que c'est quand même un métier, hiérarchiser l'information, la mettre en place, la donner au lecteur, la vérifier. Et c'est vrai que vous avez tous pu constater en allant sur Facebook ou sur des sites, effectivement, qu'il y a parfois des informations complètement fantaisistes qui sont reprises, commentées avec une légèreté totale, et on arrive à des démentis 15 jours plus tard en disant que cette photo a été truquée, que cette information est complètement fausse, et vous avez des milliers de gens, voire des millions qui ont levé ça, quoi. Donc ça c'est un peu dangereux, c'est le revers effectivement du numérique. Et je ne dis pas ça parce que je suis journaliste, c'est qu'on s'aperçoit quand même que c'est un métier. Traiter l'information, c'est un vrai métier. Sur le numérique, on ne peut pas lire les articles en entier. Non, alors sur le numérique, vous ne pouvez pas lire parce que vous n'êtes pas abonné, mais les articles sont plus petits. Si vous étiez abonné, vous pourrez le lire. Vous regardez l'Est républicain, son site, si vous le regardez, vous avez les premières lignes, et après, on vous demande de rentrer votre numéro d'abonnement. Donc effectivement, vous pouvez regarder juste les titres, mais vous ne pouvez pas, et à ce moment-là, il faut payer. Alors c'est le modèle, parce que j'y arrive, sur monétiser ces nouvelles audiences. Comment gagner de l'argent avec le numérique. Voilà. Mais le fait est que... Alors, je vous donne quand même, avant de vous dire, en tout cas d'essayer de voir avec vous comment on peut gagner de l'argent sur le numérique, je vais quand même vous donner des exemples de sites, là, un petit peu de visuel, là, après tout ça. Ça, c'est un site québécois, c'est La Presse. La Presse, c'est un très beau journal québécois, très bon journal, qui a développé il y a quelques mois une tablette numérique avec un e-magazine. C'est très à la vogue, le e-magazine, c'est très bien, c'est un travail de mise en page qui est magnifique. Là, on ne voit pas bouger, mais on passe le doigt, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de toucher des e-magazines, mais on passe le doigt, la page disparaît, il y a d'autres pages qui arrivent, des onglets, etc. Donc eux, c'est le tout gratuit. Voilà. Ils ont misé sur le tout gratuit. Vous auriez quelqu'un, j'espère, mais voilà, personnalisez votre lecture. Là, j'ai pris ça sur l'argumentaire de La Presse. Je suis allé sur le site, ils ont tout un argumentaire très bien fait. Et puis, ça, c'est l'appel aux annonceurs. Voilà. C'est annonceurs, venez, on va vous créer votre page. Voilà. On va vous faire quelque chose qui corresponde aujourd'hui à la tablette. Parce que c'est gratuit, bah, il faut bien faire rentrer un peu les sous, quoi. Et voilà, alors vous pouvez choisir, hein. Vous
vous avez des onglets, vous pouvez choisir l'art, l'économie, la lecture, la consommation, la diététique, la gastronomie. Alors c'est gratuit pour toujours pour eux. Voilà, donc c'est quand même un beau slogan, gratuit pour toujours. J'espère qu'ils le tiendront, mais voilà. Alors le Ouest France a développé sur le numérique une édition du soir. C'est pas les seuls, hein. C'est-à-dire que le soir, le journal qui est en kiosque le lendemain matin, vous pouvez lire le soir en PDF à partir de 23 h. C'est pas le journal en entier, hein, c'est une synthèse du journal. Alors là, c'est le jeune Gourcuff que les amateurs de football connaissent. Hein. Voilà, c'est 1 € par mois, et puis après, au bout de plusieurs mois, ben, c'est 16 €. Et vous avez, alors aujourd'hui, c'est des propositions qui sont intéressantes quand même, hein, parce que vous avez effectivement la possibilité de lire la synthèse du journal la veille au soir, vous avez accès aux archives, vous avez des hors-séries spéciaux numériques qui vous sont offerts pour le prix de l'abonnement. Voilà, alors voilà toujours Ouest France avec Gourcuff en une, et puis quelques articles évidemment. Alors les 10 actus du jour, vous voyez en deux là, avec les deux pilotes là, qui sont enfuis de la République dominicaine, vous avez les 10 actus du jour. Voilà, c'est très simple, c'est bien fait, c'est très simple. Ça, c'est un site de cinéma qui s'appelle Bandapart, qui est gratuit, alors qui lui vit des annonceurs, c'est-à-dire où il y a des pages sur les films qui vont sortir, comme les affiches de films, hein, finalement, hein, ça s'appelle Bandapart. C'est très beau, hein. On arrive aujourd'hui à des produits extrêmement beaux, hein, graphiquement, qui sont développés par des gens dont c'est le métier. Quoi. Et puis Le Monde, bah, vous avez le site Le Monde pour 1 € pour démarrer, puis après ça monte au bout de 3 mois, comme beaucoup de... C'est pareil pour les télécoms, hein, vous avez une offre quand vous vous câblez pendant 6 mois, puis après vous payez le prix. Donc là, vous avez aussi accès aux archives, vous avez le soir une synthèse du journal du lendemain, voilà, avec une prise en main très ergonomique. Vous pouvez mettre en plein écran? Pardon? Vous ne pouvez pas en mettre en plein écran? Si, bien sûr, oui, excusez-moi. Vous voulez que je revienne en arrière avec le plein écran, non? Oui, je vais vous le mettre, là. Tenez, je vais vous le mettre au plus, du coup. Là, c'est moins intéressant, mais là, je vais vous le mettre en plein écran, par exemple, hein, bien sûr. Non, mais Je me suis parlé d'enlever les mises en page. C'est En F12. plein écran, oui. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas... Peut-être celui-ci, le signe. Non, c'est là. Ah oui, j'avais pas vu que c'était bien en plein écran. Je vais le mettre en plein écran. À partir de la diapositive actuelle. Alors attendez, je vais revenir, je vais tout reprendre. Voilà, vous savez, moi je suis pareil. Voilà, en plein écran, effectivement, on voit beaucoup mieux. Vous avez raison, je vais faire gaffe. Bon, Bandapart, Le Monde, pareil, journal tactique, Mediapart. Alors voilà, un pur player, Mediapart. Mediapart, c'est un ancien du Monde, Edwy Plenel, qui a été directeur du Monde pendant quelques années. Et qui a fondé en partant du Monde Mediapart. Alors Mediapart, c'est un média en ligne, pure player, ça c'est le prototype du média qui s'est créé uniquement sur Internet et qui traite de l'actualité politique avec des révélations, notamment dans l'affaire, ils aiment beaucoup ce monsieur Sarkozy. Karachi, Voilà. il y a eu toutes ces Karachi, affaires-là. Il y a eu l'affaire des enregistrements de M. Buisson, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec son petit engin de poche là, de toutes les... Voilà, donc eux, ça y va, hein, comme on dit. L'Obs rue 89, qui était au départ un site fait par des anciens de Libération, parce que les gens qui quittent le print, souvent quand ils ont un peu de bouteille hein, et un peu de sous, hein, ils montent un site internet, hein, ce qui permet de continuer d'exercer le métier et puis de se lancer sur un support qui ne coûte pas cher au départ. La mise est faible, hein, la mise pour internet est très faible. Donc voilà, maintenant ils sont associés à l'Obs, hein, qui les a rachetés. Et puis leur argumentaire, Le Monde change, le 89 aussi, le journal de nos vies connectées. Voilà. Nouveau site pour une nouvelle vie, c'est un beau slogan ça. Hein. Et ça c'est Slate. Alors Slate c'est un média qui a été créé par un ancien du Monde aussi, Jean-Marie Colombani, qui est plus traditionnel dans
dans son traitement de l'information, dans ce qui il est beaucoup plus généraliste. Hein. Je n'ai pas les chiffres malheureusement de consultation. Alors voilà, la publicité, Accor Hôtel, voilà, elle se glisse là, elle arrive là, la publicité, au milieu des textes. Voilà, alors ça c'est un site participatif, hein, Slate, c'est-à-dire que quand vous êtes abonné, vous le connaissez peut-être, hein, vous pouvez donner votre point de vue, il y a un modérateur qui quand même essaye de ne pas que vous atténuiez des propos qui pourraient être injurieux ou très extrémistes, hein, parce que c'est vrai qu'il y a Internet, mais il y a aussi des lobbies et des groupes de gens qui savent très bien le manier, hein, on le sait aujourd'hui, et qui font des campagnes redoutables sur des sites et qui arrivent à les envahir en quelque sorte. Voilà, donc ça demande effectivement une grande vigilance, une très grande vigilance. Là, la presse de Vesoul, je n'ai pas résisté à vous montrer la page d'ouverture de la presse de Vesoul. Hein. Voilà. Nous, on n'en a pas, mais ça ne saurait tarder. Ah oui. Ouais, je pense que dans l'année et demie, on va pouvoir quand même ouvrir un site, hein, je pense, avec vous, hein, Madame l'actrice en chef, hein, qui travaille là-dessus, qui va travailler là-dessus. La Voix du Jura, son site, qui est très bien fait. Publicité, aussi, voilà. Bandeau publicitaire. Ouais. Et puis nous, on est sur Facebook. Vous le saviez peut-être, non ou pas? Non, on est sur Facebook. Je vous incite à y aller, hein, évidemment, et à vous dire que vous aimez. Hein. Nous avons 1700 personnes qui nous l'ont dit déjà. Alors Facebook, pour nous, ça nous permet quoi? J'ai pas le site, il n'y a pas Internet ici, donc je ne peux pas vous le montrer. On met dessus, on travaille Facebook en ce moment. On met dessus la une, le mercredi soir, donc avant que le journal soit imprimé, pour dire ce qu'il y a dans le journal du lendemain, au moins la page d'ouverture. Beaucoup de photos maintenant, hein, les événements sont ouverts, les événements, voilà, les faits divers. Quand on arrive à les choper en photo, évidemment, quand on est dessus au moment où il se passe, hein, notamment les accidents. Et la foire de Lure, on a beaucoup fait de photos à la foire de Lure. Miss Franche-Comté récemment. Voilà, donc en fait, pour nous, Facebook, ça permet de mettre de la photo. C'est de la photo. On n'a pas la place pour la mettre dans le journal. On a des fois des photos, des dizaines de photos qu'on prend sur un événement, mais on ne sait pas où les mettre. Je veux dire, on ne va pas encombrer les pages de journaux avec des photos. Donc on les met aujourd'hui sur Facebook. Et c'est aussi pour les sites un atout, c'est de proposer des photos. Alors les photos, c'est évidemment un lectorat beaucoup plus jeune qui va être attiré par le visuel. Parce que vous êtes réduit, par exemple, on parlait de Facebook, ou encore moins pour acheter le journal, vous êtes réduit pour le nombre de pages des affiches ou non? On ne peut pas aller au-delà de 24 pages. Oui. Je me souviens de l'ancienne édition, il y avait quoi? Il y avait 3 pages, 4 pages, mais oui, je pensais que vous étiez... Voilà, c'est 24 pages, le maximum. Hein. Oui. Pour tout ça, c'est une affaire technique, hein. C'est pas de fait. Mais 24 pages en grand format. Oui. Et en fait, nous, dans notre format qui est assez unique, hein, qu'on garde, il fait 2 fois un format tabloïd. C'est-à-dire, si vous le pliez en 2, vous avez un format de Libération, du Parisien, voilà, ce qu'on appelle le tabloïd, hein, qui est un petit format, comme beaucoup de journaux aujourd'hui. Donc en fait, nos 24 pages correspondent à 48 pages tabloïd. Voilà. Ce qui est à peu près l'épaisseur de la presse de Vesoul, hein, ils doivent avoir 48 pages. Donc on a la même rotative et ils sont limités comme nous. Voilà, simplement, ils coupent le journal en 2. Vous voyez, donc ils en font 48 et nous on en fait 24. Mais on ne veut pas changer le format. Alors pour nous, parce que je vais quand même donner les secrets de la boutique, comme on dit, en quoi Facebook est important? Qu'est-ce qui est important pour nous de savoir qui est venu voir notre site? C'est qu'on a les statistiques de portée. C'est-à-dire, on sait combien de gens sont venus visiter le site sur un événement ou sur une. Voilà. Par exemple, Fougerolles, un accident. Avant-hier, non? Vous êtes passé au moment où l'accident a eu lieu. Voilà. Ça, tout à fait. On a mis en ligne, et bien figurez-vous qu'il y a 3700 personnes qui sont venues voir, et dont beaucoup ont partagé. Hein, voilà, ont envoyé à leurs amis, etc. Voilà. Alors, je dois dire qu'en number one, c'est les accidents. Je suis désolé de vous le dire. Et voilà, vous allez sur Facebook pour voir les accidents. C'est la météo. Voilà. Alors en revanche, quand on vous parle des régionales, eh ben, vous êtes 797.
Et puis quand on vous parle encore plus faible, la grève des avocats, eh ben vous êtes 460 à venir voir. Ah ben voilà. Après vous vous plaignez qu'on parle que de faits divers. Ah ben voilà. Faites la circulation avec ça. Alors j'en arrive au point crucial, au nœud et au cœur de notre problème à nous. C'est comment gagner de l'argent sur le numérique. Ouais. Comment on fait pour gagner aujourd'hui de l'argent? Ben, c'est très difficile. C'est très difficile et c'est difficile pour tout le monde parce que le prix de la pub n'est pas le même pour les sites et pour le papier. J'ai pas de ratio. D'autant plus que nous, on n'a pas de publicité. Donc je ne peux même pas vous dire pour nous puisqu'on n'en a pas de publicité sur Internet, puisqu'on n'a pas de site. En tout cas, je me suis laissé dire que pour un quotidien, il faut pratiquement 1 million de visites sur un site pour faire l'équivalent de 200 000 lecteurs, voilà, pour que le prix de la pub soit le même. Donc c'est quand même un ratio, pour faire 1 million de visiteurs, déjà, il faut y aller, quoi. Voilà, c'est à peu près les chiffres qu'on m'avait donnés. Ça veut dire que beaucoup de journaux, pour faire ce million, ils ont aggloméré des sites. C'est-à-dire qu'ils ont racheté des sites. Des sites qui ont des fois rien à voir, un site de jeux en ligne, un site d'événementiel, un site de sortie, un site de bourse, un site d'économie, un site financier. Parce qu'au bout du compte, ça leur fait leur million, ça leur fait leur 2 millions, ça leur fait leurs 3 millions, et ils monétisent ça en vendant plus cher la manière publicitaire. Voilà, ils disent, moi j'ai 3 millions de visiteurs sur l'ensemble. C'est le cas du Figaro, hein. Sur l'ensemble de mes sites, j'ai 3 millions, je vous propose votre pub, on va la mettre partout. Et puis, vous me donnez au minimum ce que vous me donnez pour le papier. Voilà. Donc c'est aujourd'hui là, mais il faut quand même pouvoir évidemment avoir la possibilité de le faire. Alors, il n'empêche que, malgré ça, on constate aujourd'hui que finalement, ceux qui font de l'argent, c'est les moteurs de recherche. C'est eux qui dominent le marché. Voilà, qui fait de l'argent aujourd'hui sur le numérique? Eh bien c'est Google, c'est Facebook, c'est Twitter. Parce que eux, les annonceurs les aiment, parce qu'aujourd'hui ils savent parfaitement déceler, savoir ce que vous consommez. Voilà. Et ça les intéresse, les annonceurs. Ils préfèrent avoir effectivement donné de l'argent à Google pour avoir une bannière, parce que Google, il vous suit partout. Voilà. Donc il va savoir... Quand vous achetez un truc un vêtement par Internet, et après, on va savoir que vous avez tel âge, que vous avez telle taille, que vous, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, les premiers bénéficiaires, c'est les moteurs de recherche. Alors, il n'empêche que, évidemment, les éditeurs de presse ont réagi quand Google a commencé à référencer la presse française et à la proposer sur Internet sans en avoir les droits. Évidemment, ils sont servis sans donner de rémunération aux éditeurs. Alors, ils ont fait quelque chose qui est quand même intéressant, Google. Ils ont créé une fondation pour l'innovation numérique. Et ils ont injecté en 3 ans 60 millions d'euros dans des projets de développement de plateformes dont ont profité des titres comme Le Monde, Le Figaro, Libération, Rue 89, BFM TV et le titre Alternative économique, qui est un très bon titre d'économie, qui n'a pas beaucoup de lecteurs en papier, mais qui a beaucoup de lecteurs en numérique aujourd'hui. Et ce fonds va être étendu à l'Europe. Donc la compensation, c'est pour les éditeurs de presse évidemment. Le manque à gagner, Google, là, dans une certaine mesure, compensé par une aide financière. Voilà. Il n'empêche qu'aujourd'hui, pour des titres, je pense au groupe Bayard, on a beaucoup de mal à trouver un modèle économique pour le numérique, c'est-à-dire qu'on cherche la martingale qui puisse, pour un site numérique, générer de l'argent. Alors, évidemment, on est parti, tous les sites des journaux sont partis au départ sur la gratuité. On pouvait lire le journal ou les articles gratuitement. Aujourd'hui, il y a eu évidemment une volte-face, et comme vous l'avez vu, il faut payer Alors là, c'est un abonnement pour Le Monde, pour Libération aussi, pour les sites. Il y a les journaux américains,
vous payez au nombre d'articles consultés, c'est-à-dire il y a un tarif dégressif. Donc il y a plusieurs modèles qui s'offrent. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le coût d'un site en termes de coût de fabrication et de fabrication rédactionnelle, parce que c'est pas tellement la technique qui coûte cher, mais c'est surtout nourrir en permanence, parce qu'il faut tout le temps nourrir un site. Ben, ça coûte cher et c'est vrai qu'il y a beaucoup de journaux qui n'arrivent pas aujourd'hui à trouver un modèle économique viable qui permette de financer un site crédible et qui fonctionne. C'est un peu alors évidemment, il y a la possibilité aujourd'hui de faire des plus pour les sites, les archives, l'accès aux archives, des hors-séries spéciaux, etc. Mais on est aujourd'hui dans une période intermédiaire où on ne sait pas très bien comment économiquement on peut fonctionner. Et puis aussi, on ne peut pas non plus, c'est comme pour la presse écrite, on ne peut pas noyer les internautes sous la publicité. C'est-à-dire que si vous ouvrez un site et que vous êtes sans cesse harcelé par des pop-up ou que vous êtes suivi à la trace pendant 3 jours par un annonceur, bah, au bout d'un moment, vous en avez marre. Donc il y a un équilibre à trouver évidemment entre les bannières publicitaires, la part de la pub et la part du rédactionnel. Et ça, c'est effectivement quelque chose de compliqué, quoi, parce qu'on ne peut pas mettre de la publicité partout. Hier, j'ai eu quelqu'un des pages jaunes qui m'a proposé un nouveau truc qui s'appelle le tracking. Alors j'aurais pu mettre les affiches sur Internet et vous auriez été traqué par les affiches. Vous auriez vu partout, vous auriez sur plusieurs trucs et vous aviez les affiches qui apparaissaient. Donc aujourd'hui ça se vend, hein, c'est un truc qui se vend, c'est une idée. Enfin, vous pouvez être... voilà, donc on en est un peu là aujourd'hui. C'est quand même aujourd'hui une évolution passionnante pour tout le monde, hein, pour les éditeurs de presse, pour les journalistes. Ça ne veut pas dire que nous, on campe sur notre positionnement papier. On tâtonne, on essaye, on cherche, on voit, on calcule aussi beaucoup. Voilà, pour essayer de faire en sorte que ça puisse advenir, si on veut, et que ça puisse advenir à des tarifs raisonnables, voilà, tout simplement. Et puis la presse papier se défend aussi, puisque aujourd'hui vous avez eu l'apparition il y a quelques années de ce qu'on appelle les MOOC, c'est-à-dire des journaux qui sont aussi des livres, hein, comme le 21e siècle,